J'en profite pour dire un petit mot du coup, le temps de laisser les derniers participants se connecter. Pour ceux qui ont déjà, assisté aux conférences d'hier soir, aux ateliers de ce matin, on est ravis de vous retrouver, autour de Jean Pagès, qui me fait le plaisir, d'avoir accepté, notre invitation pour, vous faire découvrir, l'appréciative inquiry, donc la démarche appréciative, que vous allez pouvoir expérimenter pendant 1 heure et demie. Voilà, et que moi j'ai à titre personnel, du coup découvert, grâce à Jean, qui a été mon professeur, et j'avais trouvé que c'était absolument, passionnant, parce que c'est un changement de paradigme total, avec, l'approche qu'on peut avoir en France. Je pense que Jean va très bien l'expliquer, qui est d'aller s'intéresser à nos réussites, à nos forces et à nos succès pour, construire le changement, accompagner la performance. Et donc Jean a travaillé notamment beaucoup avec des organisations, pour, pour expérimenter cette méthodologie. Et tu me corrigeras Jean, mais qui n'est pas encore, extrêmement, répandue, en France, en tout cas beaucoup moins que dans les pays anglo-saxons. On est en train de rattraper fortement notre retard et mes amis américains sont très impressionnés de tout ce qu'on fait en France. Et il y a une petite surprise d'ailleurs pour eux de voir à quel point la démarche intéresse beaucoup les Français qui sont supposés être un peu râleurs, négatifs, et, ce qui n'est pas plus le cas qu'ailleurs finalement à l'arrivée, je trouve. Mmh. En tout cas, le succès de notre festival sur le thème de l'optimisme, en pleine pandémie, confinement, je trouve est plutôt porteur de ce message, qu'il y a des irréductibles optimistes, en tout cas que c'est une thématique qui intéresse. Je vais te laisser la parole, Jean, Ah pour oui, pas perdre plus de temps. mais c'était pas du temps perdu. Merci pour l'introduction. Il n'y a jamais de temps perdu. Vous savez, c'est ce que disait Montaigne aux gens qui s'impatientaient parce que les choses qu'ils souhaitaient n'arrivaient pas. Il leur disait, mais quoi, monsieur, n'avez-vous donc point vécu? Eh ben, on perd pas de temps et on a peut-être juste à regarder ce qu'on fait de notre temps, en fait, et comment on l'apprécie. Alors bon, j'en profite donc, Mathilde, pour introduire rapidement le sujet. Donc, Appreciative Inquiry, je dirais un peu plus ce que ça veut dire. Je vais partager mon écran dans un instant, mais j'attends de voir un petit peu que vous arriviez. C'est une démarche effectivement qui n'est pas encore complètement enfin, aussi connue que ça en France, mais qui tout de même, ce que je disais il y a un instant, progresse beaucoup parce qu'il y a une appétence maintenant pour les gens d'aller chercher ce qui donne une vie, ce qui donne de l'énergie, plutôt que simplement être sur des modes de résolution de problèmes qui sont extrêmement, je dirais, consommateurs d'énergie et pas toujours réjouissants pour le bien-être de soi ou de l'organisation personnelle ou de l'organisation. Alors, juste pour vous dire un petit mot, donc Mathilde a dit que j'enseignais effectivement dans le cadre du master de coaching de Paris 2. J'ai créé un institut il y a pas mal d'années maintenant, il y a une douzaine d'années, qui s'appelle l'Institut français d'Appreciative Inquiry. Et en fait, non pas parce que je suis un créateur d'organisation, mais parce que quand je me suis aperçu que ça intéressait beaucoup de gens, des coachs, des consultants, des managers de toutes sortes, finalement, j'ai eu cette demande d'enseignement. Et donc, du coup, j'ai créé cet institut et finalement, c'est assez curieux, mais il y a eu un démarrage un petit peu lent, vous savez, comme quand on crée quelque chose. Et puis, après une douzaine d'années, on s'aperçoit qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont venues se former. Ce qui fait qu'il y a vraiment un déploiement, des gens qui viennent de France, mais aussi de Belgique, de Suisse, du Maroc, de différents pays, du Sénégal, différents pays francophones. Et je m'aperçois d'un engouement très, très important et il me semble que peut-être là, on a quelque chose qui est assez en phase avec la psychologie positive. Vous avez entendu peut-être Ilona Bonniwell vous s'exprimer, puis d'autres personnes, et qui est peut-être aussi comment dire, une antidote à l'espèce de morosité qu'on trouve avec ce ressassement médiatique qui, de mon point de vue, c'est un ressassement en tout cas médiatique, qui ne nous incite pas
à, à voir les choses sous un angle, je dirais, agréable et positif. Donc, je vais vous en dire tout de suite un petit peu plus sur cette affaire. Moi, j'ai découvert la démarche appréciative il y a près d'une vingtaine d'années. J'étais coach à l'époque et consultant. J'avais eu un parcours en entreprise et en établissement public comme DRH. Et je m'étais formé à plein de trucs, comme beaucoup d'entre vous sans doute, hein. Non seulement au coaching, mais à la PNL. J'avais une formation en anthropologie sociale, culturelle, et puis en psychologie. Et en fait, en m'étant formé au coaching, j'ai trouvé que c'était vraiment super le coaching, très, très excitant, parce que ça permettait aux gens d'aller connecter à leur force de vie, à ce qui était important pour eux, à leur énergie. Et je ne trouvais pas exactement la même chose dans l'accompagnement collectif. Et en fait, quand j'ai trouvé la démarche appréciative, eh bien, je me suis aperçu qu'on pouvait faire à peu près la même chose avec un collectif que ce qu'on arrive à faire avec des individus. Donc, du coup, ça m'a complètement excité. J'ai testé ça auprès de plein de clients, enfin plusieurs clients, les plus imprudents d'abord, ou confiants, c'est comme on veut. Et puis ensuite, eh bien, j'ai souhaité écrire ça. J'ai publié un premier bouquin qui a fait que ça, ça, ça a marché, et puis l'Institut a démarré. Donc voilà un peu l'histoire euh, qui préside à enfin, le démarrage de cette affaire. Alors pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vais partager mon écran. Et voilà. Hein. Donc, voilà. Donc, le titre de l'atelier, vous l'avez vu, s'appuyer sur ses réussites pour construire son futur. En fait, l'idée de l'AI, hein, c'est une approche assez pragmatique, mais enfin qui est aussi fondée en sciences et en philosophie. Je vous dirai comment. L'idée, c'est d'explorer, au travers de dialogues, ce qui fait que un système humain, un groupe humain, et même un système comme nous sommes, nous, des petits systèmes, eh bien, trouve la force de vivre. Et en fait, l'idée, c'est d'aller chercher de façon assez pratique, dans des dialogues, donc, ce que sont les ressources dont dispose un collectif. Mais plus profondément, je reprends le terme de Ron Fry, qui est notre professeur, avec David Cooper-Ryder, donc qui sont les créateurs de la démarche. Euh, Plus profondément, c'est incarner quelque chose de l'AI. Being AI, dit Ron. Et en fait, c'est aussi un état d'esprit, une façon de vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement appliquer une démarche qui va faire qu'on va organiser des entretiens pour chercher ce qui marche bien, ce qui fait que les gens ont de l'énergie, sont bien avec eux-mêmes et ont des ressources et puis peuvent les utiliser. Donc, ce n'est pas seulement utiliser un protocole et une démarche, mais c'est aussi incarner quelque chose. Vous voyez, il y a une question de cohérence ou de congruence, comme on dit en psychologie. C'est-à-dire, au fond, avoir ce regard appréciatif sur le quotidien, c'est aussi fondamental que d'utiliser finalement un processus. Voilà. Bon, quelques présupposés, quelques mots d'introduction. Donc, David Cooper-Ryder, qui est le créateur, je vous raconterai son histoire dans un instant, avec Ron Fry et quelques autres, de l'approche, présuppose que dans chaque entreprise, chaque homme, tous les systèmes, il y a quelque chose qui fonctionne bien, qui lui donne vie, efficacité et assure ses réussites. Autrement dit, à partir du moment, selon notre approche et le présupposé qu'on met en œuvre, à partir du moment où une personne, un système est vivant, c'est qu'il y a des forces qui le maintiennent en vie et qu'on peut les rechercher. C'est un présupposé extrêmement simple, mais qui n'est pas absolument évident comment dire, d'emblée, même si ça semble presque un truisme quand je le dis comme ça. Mais après tout, la logique primaire est très sûre. Et puis, elle a le mérite parfois d'être drôle. Voilà je vous donne une autre citation de Ron Fry, donc, qui dit: quand nous rendons capables les individus ou les groupes de revisiter leurs forces, alors leur capacité à désirer et à générer des transformations audacieuses et non de simples améliorations augmente.
L'approche appréciative du changement se démarque ainsi des méthodes traditionnelles de résolution de problèmes. Et c'est là le renversement. Ça peut paraître très simple de se dire, et complètement évident pour vous, j'espère en tout cas que ça commence à prendre une tournure d'évidence, que si on veut, comment dire, avancer, c'est important de s'appuyer sur ses forces et non pas simplement d'analyser les problèmes qu'on a pour essayer de les résoudre. Jusqu'à maintenant, toutes les théories du changement, en sciences humaines et en sciences sociales, étaient fondées sur le fait que s'il y a manque, s'il y a difficulté, il y aura à ce moment-là besoin, nécessité d'évoluer, nécessité d'aller au-delà. Autrement dit, toutes les approches du changement étaient fondées sur du déficit, sur du problème, sur du manque. Tout ceci a de la valeur, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on a dit n'importe quoi pendant des années, voire des siècles, en tout cas plus d'un siècle, mais le postulat de l'appreciative inquiry est absolument inverse pour les groupes humains, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on découvre les forces qui rendent un système vivant et qu'on les met en évidence, à ce moment-là, l'envie d'aller plus loin se manifeste. Autrement dit, le désir ne vient pas simplement de l'absence ou du manque ou de la difficulté, il vient aussi justement du désir lui-même, c'est-à-dire et des forces existantes. Vous voyez que c'est une petite révolution. D'ailleurs, un des premiers livres de David Cooper Ryder s'appelait Positive Evolution in Change, une révolution positive dans le changement. Ça va, vous me suivez? Si il y a quelque chose, vous pouvez m'envoyer des petits messages, je crois. Hein, je ne sais plus si Oui, absolument. Vous avez le chat, donc il y a n'hésitez le chat. Hein. pas à partager vos questions. D'accord. Donc, je continue un tout petit peu à vous raconter des trucs et puis avant qu'on passe à une expérience pratique. Donc, dans les approches traditionnelles, donc je disais une vision déficitaire, on va chercher les problèmes pour essayer de les résoudre. Et donc, on va considérer a priori qu'il y a des problèmes et que c'est ça qui est important à considérer si on veut faire du changement. Avec la démarche appréciative, on va orienter le questionnement et l'enquête, l'investigation, inquiry, ça veut dire enquêter, sur les ressources et les forces existantes dans un système. Et c'est d'abord ça qu'on va chercher. On ne va pas nier les problèmes, évidemment, hein, puisqu'en général, on est consulté parce qu'il y a un problème. Cependant, quand il y a un problème, sous le problème, il y a une intention, des aspirations. L'autre chose qu'on pose comme postulat, et qu'on voit, c'est que on parle souvent d'organisation comme d'un quelque chose qui serait une entité fixe. Nous, on considère qu'il y a un mouvement continu et permanent. L'anglais dit organizing, et même Onfray dit actuellement organizings. Donc c'est toujours en train de s'organiser, ça bouge tout le temps. Et donc l'organisation n'est pas une entité fixe, alors que c'est l'idée qu'on a. Une autre approche assez traditionnelle qui a été déjà pas mal contestée par l'école de Palo Alto, hein, c'est qu'il y aurait une réalité objective et que tout le monde serait d'accord pour la décrire avec des mots qu'on partagerait. Nous, on considère que la réalité, elle est construite par les dialogues qu'on fait. Donc, il n'y a pas une réalité. Je parle de réalité humaine. Hein. Je ne parle pas de la table sur laquelle vous vous êtes appuyé peut-être en ce moment. Donc, la réalité n'est pas extérieure à nous. On y participe d'une manière ou d'une autre, à partir du moment où on intervient. Et puis, une autre chose aussi, ça va peut-être vous parler dans ces temps de pandémie, on n'est pas sur l'idée qu'il y a un chef charismatique qui va imaginer construire le futur, mais que ce sont des conversations et des dialogues à l'intérieur de l'organisation qui vont le permettre. Même si les responsables ont quand même pour vocation de donner des orientations, non proposer un système. Donc vous voyez, il y a un paradigme différent qui est posé. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans les approches traditionnelles est nul et non avenu. Ça veut dire qu'il y a une autre proposition possible qui met les systèmes humains, pour tout ce qu'on peut, on peut l'observer depuis maintenant pas mal d'années, plus de 40 ans, en dynamique. Ah, je vois des petites, peut-être, c'est quoi le converser, voilà. Ok.
Bon, je vais passer sur ça. Euh, Simplement, je voudrais revenir un petit peu sur le côté positif. Vous savez, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de positifs tout le temps en ce moment, et il y a même une injonction au positif. Je ne parle pas de la psychologie positive telle que l'a évoqué Ilona Bonniwell sans doute dans son introduction, ou Jacques Lecomte en France aussi, qui est simplement de la psychologie scientifique, dont l'objet est d'observer ce qui fonctionne et ce qui donne du bonheur ou du bien-être ou de l'efficacité aux gens. Donc je ne parle pas de cette psychologie-là, je parle simplement de l'injonction au positif qu'on voit dans différents médias, ou finalement, et qui est très largement encouragée par les réseaux sociaux. Donc, on n'est pas dans cette approche positive-là. Euh, je voudrais réhabiliter la fonction du négatif ici. Et pour ça, je m'appuie sur le philosophe François Julien, qui a écrit un joli petit livre, si vous le connaissez peut-être, qui s'appelle Du mal, du négatif, il y a quelques années déjà, et qui dit ça très régulièrement d'ailleurs dans tous ses livres. Il écrit à peu près un livre par an, et dans son dernier livre, il en reparle. En fait, il dit le négatif, c'est pas le mal. Le négatif, le mal, ça peut être, c'est vraiment comment dire, l'intention de nuire. Le mal absolu, on l'a connu au XXe siècle dans l'histoire. Le négatif, ça peut être simplement ce qu'il appelle un négactif, c'est-à-dire prendre la réalité, oser un esprit critique, et puis à partir de cet esprit critique, essayer eh bien, de construire quelque chose. Donc c'est ce qu'il appelle un négatif dynamique. Donc quand on est en démarche appréciative, si on apprécie les choses, ça ne veut pas dire que, par exemple, on ne pense pas qu'il y ait du changement à produire dans l'organisation et qu'on n'ait pas un regard critique. Mais on va simplement utiliser le regard appréciatif pour aller chercher ce qui peut être utilisé, les forces de vie, l'énergie possible pour aller vers quelque chose. Je ne sais pas si, est-ce que c'est bien clair? Vous exprimez si ce n'est pas bien clair, ça. Euh, donc, je, je, voudrais un peu tordre le cou au positif BA, vous voyez. Tout n'est pas positif et la vie est une alternance aussi de choses négatives et positives. On a un fond musical, là, c'est sympa. Ça va là-dessus? Je peux continuer? Alors, je vous dis un petit mot sur la démarche. Donc, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé. On va poser des questions positives hein, pour trouver les forces de vie. On va pas être dans les diagnostics équilibrés, on va déséquilibrer les diagnostics pour aller chercher ce qui est vivant dans l'organisation. Et ça va vraiment être ce que je vais vous proposer d'expérimenter dans un petit moment. Juste peut-être un point d'histoire. Voilà les pères fondateurs. David Cooper-Heidder en haut et Ron Fry. Donc, ça a commencé cette affaire-là dans les années 80. En fait, en 1986 exactement, David Cooper-Heidder fait une thèse en développement des organisations aux États-Unis. Organizational Development, ça correspond à peu près à sociologie des organisations. Et il fait une thèse donc sous la direction de l'auguste professeur Suresh Srivastava, et avec, donc, ça se trouve dans les livres, ça, vous trouvez Srivastava. Et donc, Ron Fry est un jeune professeur à ce moment-là et contribuera à l'élaboration de ce qu'on a appelé plus tard la démarche appréciative. Alors, comment ça démarre cette affaire? Ça démarre à l'université de Cleveland. Vous voyez le bâtiment là, de Gehry, c'est l'université de Cleveland. Et David, qui n'a pas cette tête-là à l'époque, va faire une enquête de terrain pour sa thèse dans l'hôpital de Cleveland, qui est un des principaux, évidemment, une des principales organisations, et qui a une particularité, c'est que c'est la Cleveland Clinic, ça s'appelle, et super coté, en fait, en particulier pour la chirurgie cardiovasculaire. Donc David et plusieurs de ses collègues vont commencer l'enquête là-bas, et en fait, il commence à poser des questions relativement neutres sur comment ça se passe. Et il relance sur les difficultés rencontrées par les gens. Et il se trouve, il rentre après avoir sur HC400 complètement déçu et dépité parce que, en fait, les gens ne leur ont raconté que des choses qui ne vont pas, alors que cet hôpital est exceptionnel.
Donc, il y a une espèce de truc qui colle pas là. Et Suresh Srivastava leur, leur demande, mais qu'est-ce que vous leur avez posé comme question? Et là, ils se rendent compte, David et ses collègues, qu'ils ont posé plutôt des questions sur ce qui n'allait pas et des questions ou des questions neutres. Une question neutre débouche assez systématiquement sur quelque chose de négatif. C'est pour ça que, si je puis me permettre de vous donner un petit conseil au passage, ne terminez jamais une réunion en demandant comment ça s'est passé ou qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que vous êtes sûr du résultat, il sera jamais bon. Si vous voulez que les gens sortent avec l'énergie, ce n'est pas la bonne question. Donc, en fait, ils comprennent donc, ayant posé des questions, ils ont obtenu certaines réponses. Donc, ils retournent à l'hôpital de Cleveland, David et ses collègues, et puis ils posent des questions. Quel est le but profond de la fond des Je sais pas. Donc, il y a quelqu'un qui a Est-ce beaucoup que vous de... pouvez tous bien veiller à couper vos micros? Vous pourrez les réactiver, pas de sons qui viennent perturber l'intervention. Merci. Donc, donc ils retournent sur leur terrain à la Cleveland Clinic, et à ce moment-là, ils posent d'autres questions. Ils leur posent des questions comme par exemple, comment est-ce que vous réussissez à obtenir de tels résultats en chirurgie cardiovasculaire? Comment est-ce que vous réussissez à obtenir une telle coopération entre les différents membres des équipes soignantes, ce qui n'est pas évident, comme vous savez peut-être, dans un hôpital. Euh, et à ce moment-là, ils reçoivent plein de réponses sur comment les gens s'y prennent, et les gens racontent des histoires. Ils racontent comment ils s'y sont pris. Ils racontent des histoires. Et ils s'aperçoivent donc que les gens racontent des histoires qui sont des histoires positives, puisqu'on les a questionnées en ce sens, et que racontant ces histoires-là, ils revivent en quelque sorte ce qu'ils ont vécu, et ils redéveloppent des émotions agréables et positives. Bon, alors c'est sympa, ça, on pourrait s'arrêter là. Voilà, on a passé un bon moment. Mais en réalité, ils s'aperçoivent d'une autre chose, c'est que quand les gens racontent des histoires comme ça, ils ont des idées et ils ont envie de créer de nouvelles choses. Et c'est ça la petite révolution. Parce que, elle est peut-être pas petite en fait. La- En fait, ils s'aperçoivent que finalement, les expériences agréables, positives, les expériences de réussite, eh bien, donnent le désir de nouvelles expériences de ce type-là et d'aller plus loin et d'être plus créatif encore. Et ça, c'est assez... Vous voyez, je pense que vous mesurez à quel point c'est un renversement complet des ressorts du changement. C'est un vrai changement de paradigme, comme le disait Mathilde en introduction. Donc, pour résumer tout ça, donc, j'ai préparé une petite diapositive. Vous voyez, les gens répondent aux questions qu'on leur pose, c'est sûr. Donc la nature des questions va influencer leurs réponses. Ça, on le sait depuis longtemps en sciences sociales. On l'oublie très souvent pour autant. Si on leur pose des questions positives sur leur expérience, ils apportent des réponses positives et racontent des histoires positives, et ils le font volontiers. Quand ils racontent ces histoires, ils vivent des émotions positives. Et quand ils vivent ces émotions positives, ils deviennent créatifs et ont de nouveaux désirs. Et ensuite, ils développent l'envie de construire et de faire vivre leurs souhaits. C'est ça la découverte fondamentale que je partage avec vous aujourd'hui. Alors, bon, dans les années 2000, tout ça a été confirmé par l'expérimentation, parce que, en fait, la démarche appréciative est une démarche empirique. Euh, donc, c'est une démarche vraiment qui s'enrichit du terrain et qui s'est construite petit à petit à partir de la fin des années 80. Mais Barbara Fredrickson, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a écrit son livre le plus important s'appelle Positivity, s'est aperçue, elle, que les émotions positives, joie, plaisir, intérêt, la surprise quand elle est bonne, eh bien, provoquent un élargissement de la capacité d'attention. Elle l'a démontré expérimentalement, ça, et donc une augmentation de la capacité à résoudre les problèmes et de la capacité créative et à construire des solutions durables. Elle a appelé ça le Broaden and Build Model. Elle s'est aperçue de ça. Elle a monté une expérience assez marrante avec des étudiants en fin de cycle en médecine, où elle a proposé de regarder un dossier sur des pathologies du foie. Et elle a demandé à ses étudiants donc,
de produire un diagnostic et de préconiser un traitement. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde a réussi, mais il y a un premier groupe d'étudiants qu'elle a mis dans un état agréable émotionnellement, et un deuxième groupe d'étudiants auquel elle a donné une consigne neutre. Le premier groupe d'étudiants est arrivé beaucoup plus vite au résultat, avec moins besoin d'informations que le deuxième. Et elle a multiplié les expériences comme ça, avec différentes façons de mettre les gens dans un état émotionnel agréable. Là, en l'occurrence, elle avait donné une sucette à des jeunes adultes, vous voyez. Mais ça marche aussi bien avec les boissons chaudes. C'est peut-être pour ça qu'on consomme autant de café dans les organisations. Bon, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, expérimentalement, la psychologie positive et l'approche appréciative se rejoignent. Et la psychologie positive vient démontrer un certain nombre de choses expérimentalement qui avaient été constatées empiriquement. Voilà, voilà. Bon, je passe rapidement. Donc, vous avez bien compris que appreciative inquiry, j'emploie les mots anglais parce qu'ils sont internationaux, hein. Ça comprend apprécier, c'est-à-dire voir le prix, la valeur des choses. Je sais qu'en français, apprécier, c'est pas toujours positif, hein, mais là, on le prend dans ce sens-là. Donc, c'est chercher finalement ce qui a de la valeur. Et inquire, vous avez la racine de quête, hein, enquêter, donc c'est rechercher, explorer. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va connecter deux motivations profondes hein, chez l'être humain. Apprécier, c'est aimer, et on préfère aimer que pas aimer. On préfère apprécier que pas apprécier quand on va au cinéma, par exemple. Ce n'est pas le cas en ce moment. Mais on préfère être content d'avoir vu un bon film que pas content de ne pas avoir vu un mauvais film. Et puis, enquêter, si vous avez eu des enfants ou si vous vous rappelez quand vous étiez petit, c'était difficile de vous empêcher d'aller regarder partout ou d'empêcher les petits d'aller regarder partout. Et c'est bien pour ça qu'on protège les prises de courant. Donc, il faut vraiment, dès qu'on est à quatre pattes, on va enquêter. Donc là, il y a deux motivations fondamentales qui viennent se rejoindre, deux aspirations fondamentales qui viennent se rejoindre et qui font que la démarche est particulièrement excitante. Voilà, voilà. Donc, je vous donne deux, trois points de méthode avant qu'on passe dans un instant donc, à l'expérimentation. Donc, c'est quoi la démarche? Donc, d'abord, il s'agit d'avoir un objet d'enquête. Sur quoi on travaille? Donc, c'est un projet, une organisation, un groupe humain, une équipe, une famille, une personne, se donne à des aspirations, se donne des orientations à un projet qui a de la valeur. Donc cette étape-là est importante parce qu'il faut qu'on parle des choses qui comptent pour les gens. Ils doivent parler des choses qui comptent. Sur ce sujet-là, par exemple, c'est un établissement qui s'occupe d'enfants, une maison d'enfants à caractère social, qui veut être une référence dans son métier parce qu'ils ont mis en pratique des méthodes pédagogiques innovantes. Ils vont chercher les réussites dans des dialogues qu'on va organiser en interne par des interviews 2 à 2, et non pas qui vont être conduites de l'extérieur par des consultants, mais sur la base d'un guide d'entretien qui sera préparé avec une équipe interne, les gens vont aller se questionner entre eux pour chercher tout ce qui va dans ce sens-là. Toutes les innovations qu'ils ont faites avec les enfants, comment ça a fait que les enfants ont pu, après les difficultés sociales, se reconstruire, etc. Ils vont chercher toutes les expériences possibles. Et puis ensuite, à partir de ça, ils vont imaginer ce qui peut être fait par la suite et construire l'action. Donc, très schématiquement, c'est comme ça que ça se présente. Donc, je vais juste, je vous présente juste ce petit schéma. Donc, on va avoir une phase de définition, décision sur un projet qui est positif pour l'organisation. Ensuite, on va mener l'enquête en interne, c'est-à-dire que les gens vont mener eux-mêmes l'enquête à partir d'un travail qui sera de préparation fait par une équipe projet. On appelle ça discovery, découverte, et ils vont essayer d'apprécier le meilleur de ce qui est déjà, donc aller trouver les forces de vie, pour ensuite passer dans la phase 3, c'est une phase d'imagination, où on va, en anglais c'est dream, j'ai voulu garder le D dans la traduction, donc j'ai traduit par devenir. En Espagne, où les gens sont plus directs que nous, je traduit par deseo, désir, on aurait pu traduire par désir aussi en France. C'est qu'est-ce qu'on voudrait pour l'avenir, à partir de ces forces qu'on a nous.
La décision, j'ai mis décision là, mais maintenant je parle plutôt de design. C'est comment est-ce qu'on va construire ceci? Donc là, on s'approche de ce qu'on appelle aussi en France, enfin, souvent maintenant le design thinking, hein. Donc là, comment est-ce qu'on va designer l'avenir et comment on va déployer dans l'action donc ce que l'on a décidé. Donc voilà le processus. Vous voyez qu'à aucun moment on est sur l'analyse des problèmes, etc. Mais on est plutôt sur la recherche de ce que l'on veut vraiment, de ce qui va nous permettre de mettre en œuvre ce que l'on veut vraiment, de l'imaginer et puis ensuite de le construire concrètement. Donc voilà très schématiquement le processus. Je voulais vous le donner quand même avant de vous proposer une expérience pratique. Alors, on va y venir. Peut-être je fais juste une pause si vous avez des questions tout de suite auxquelles je peux répondre brièvement. Je le ferai. Et sinon, ben, on passe à Oui. l'expérimentation tout de suite. Juste, si vous pouviez donner, quel est le mot en anglais pour déploiement? Ah oui, merci. Alors, je ne l'ai pas dit parce que voilà, c'est Destiny. En fait, au départ, ils avaient pensé à Delivery, Oui. parce que c'est le moment où les livrables apparaissent et les résultats des actions sont constatables. Mais en pratique, on s'est aperçu d'une chose, c'est que la démarche rayonne ailleurs que là où elle était prévue. Très concrètement, par exemple, il y a quelques années, je travaille avec un ami pour les cadres d'une caisse de retraite agricole qui veulent aligner leur outil d'évaluation annuelle des performances sur les valeurs de la caisse. C'était en désaccord, c'était disharmonieux. On a 80 cadres, ils construisent leur outil, on a une chef de projet interne qui travaille avec nous pour organiser tout et qui devient très compétente pour le coup en Appreciative Inquiry. On a le livrable à l'arrivée, c'est-à-dire que les 80 cadres, de façon en suivant le processus appréciatif, produisent un outil d'évaluation qui correspond à leurs souhaits et qui est en phase avec les valeurs de la caisse de retraite. On a le livrable. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Donc ça marche. Finalement, mission accomplie. Nous, on repart contents. Quelques mois après, la chef de projet nous appelle en disant vous savez, finalement, on ne vous a pas appelé, mais je voulais vous le dire quand même. On a mis en œuvre la démarche appréciative pour faire un nouveau projet de ressources humaines dans notre caisse de retraite. Et ça, c'était pas prévu. Et en fait, les gens se sont appropriés l'approche, et en ont fait autre chose. Et c'est pour ça que David Cooper-Heider a parlé de Destiny plutôt que de Delivery, pour ce quatrième. J'ai traduit ça en Destiny, vous voyez bien, ça ne pouvait pas coller. Et donc, j'ai traduit ça par déploiement. D'accord. Et pour définition, c'est define? Oui, alors définition, en fait, ils disent define, oui. C'est moi qui ai mis définition. En réalité, ils parlent d'affirmative topic choice. Affirmative topic choice, donc comprenez sujet positif déterminé, quoi, quelque chose. Hein. Mais maintenant, de plus en plus, aux États-Unis et en Angleterre, on parle de define. Et donc, je ne sais pas où ça a commencé, mais enfin. Donc, du coup, moi, j'ai considéré que c'était une étape à part entière. Et vous voyez, dans mon approche, il y a les 5 D. Pour les Américains, c'est souvent les 4 D. Voilà. D'autres questions avant que vous puissiez faire l'expérience de la démarche? Moi, j'avais une question, Jean. Est-ce que parfois il y a des résistances de la part des gens? C'est-à-dire, est-ce que dans les accompagnements que tu as pu faire, dans les organisations, parfois tu as ressenti qu'il y avait de la résistance à parler du positif? Ou est-ce qu'au final, en fait, quand la question, est formulée de manière positive, naturellement les gens, s'embarquent sur cette voie? Oui, alors effectivement, donc là, ta question, elle est au moment où on est déjà dans le questionnement, hein. Parce qu'il peut y avoir de la résistance en amont. Par exemple, un comité de direction se dit: «Mais est-ce que c'est une bonne façon de faire?»
Donc là, il y a échange et il y a discussion, bien sûr. Et il peut y avoir résistance aussi sur le mode très participatif, parce qu'il y a des gens qui ont peur, des dirigeants qui ont peur que ça les déborde. Donc il faut évidemment avoir un sujet qui soit bien défini et les sécuriser quant, je dirais, au processus. Mais au moment du questionnement, donc, il y a en général pas de très peu de résistance. Je vais vous prendre 2 exemples concrets parce que où il y avait vraiment, une possibilité de résistance. Hem, Ça se passe, dans une caisse d'allocation familiale, vous voyez? Donc c'est pas franchement fun une caisse d'allocation familiale, hein, souvent. Et vous voyez, les gens sont confrontés quand même à des demandes d'administrés. C'est pas toujours facile et puis ce sont des structures relativement stables dans le temps et où parfois c'est pas évident d'être en fin de carrière. Et justement, il y avait un monsieur en fin de carrière, heu, qui me dit, on avait proposé aux gens d'être en binôme pour s'interviewer mutuellement, comme je vais vous le proposer dans un instant. Et il y a un monsieur qui me dit: «Mais écoutez, moi, monsieur, vous êtes bien gentil, j'ai rien contre vous, hein, vraiment, hein, mais vous avez l'air très sympa, votre méthode, elle a l'air très bien, mais moi, ça fait 40 ans que je propose des trucs et qu'on m'écoute pas. Je pars dans 2 mois à la retraite et j'ai vraiment pas envie de raconter des trucs, comme ça». Et c'est bon, voilà. Que voulez-vous faire dans ce cas-là? On ne va pas l'obliger, lui mettre un pistolet sur la tempe. J'ai dit: «Bah, écoutez monsieur, je vous comprends très bien. Simplement, est-ce que vous seriez d'accord pour que votre collègue qui lui, bah, est plus récent dans la CAF, raconte une histoire, lui?» Il dit: «Bah, attendez, je vais pas laisser tomber mon collègue, d'accord». Donc il invite le collègue à raconter, son histoire. Ça dure à peu près 3/4 d'heure, hein, dans un processus où on a une douzaine de questions. Je reviens 3/4 d'heure après, je repasse par là. En fait, je laisse les gens tranquilles, hein, et je vois le monsieur qui raconte une histoire à son collègue et il avait tellement été, comment dire? Enthousiaste d'entendre son collègue raconter quelque chose, qu'il a été chercher dans sa propre expérience, dont il disait le pire, bah, quelque chose qui, finalement allait apporter, à la démarche. Ça m'a frappé parce que c'était, ce monsieur était vraiment déprimé, quoi, le pauvre. Et j'ai eu la même chose aussi avec des représentants syndicaux. C'était pour une grande entreprise, audiovisuelle qui a des voilà, peu importe, où c'était pas la joie et les représentants syndicaux m'ont dit: «Ben, nous, écoutez, votre truc, c'est bien sympa, mais on veut pas». Et en fait, ils se sont mis à raconter. Je leur ai demandé s'ils étaient d'accord quand même pour aller chercher les forces que déployaient leurs collègues dans leur travail. Comment voulez-vous un syndicaliste dise: «Non, moi je veux pas chercher, comment les gens travaillent bien, comment ils sont bons». Donc ils sont allés chercher ça, puis ils ont raconté comment ils faisaient aussi. Donc c'est très rare en fait, hein, vraiment je prends ces exemples-là parce que c'est ceux qui m'ont frappé parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En général, les gens sont plutôt contents de parler de leur expérience parce que ça c'est quelque chose de positif, pour eux. Voilà, donc j'arrête les hem, Il y a une question dans le chat, oui, Jean, je ne ah sais pas si tu l'as vue, non, qui je dit l'ai que là, pas. tu as cité beaucoup d'exemples dans des domaines de service public ou parapublic. Est-ce que l'AI a déjà été Ah oui. implantée plutôt dans des startups, scale-up? Qu'est-ce que ça donne dans ces environnements? Oui, 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 alors c'est vraiment super intéressant aussi. En fait, oui, j'ai pris ces exemples-là, mais j'aurais pu prendre des exemples dans de très grandes entreprises aussi, où j'ai enfin moi d'autres, hein, Saint-Gobain, Michelin, enfin, mais dans les startups, j'ai plusieurs expériences intéressantes. Il y a une chose qui m'a intéressé, par exemple, que je trouvais, assez riche il y a quelques années. Vous savez, les startups, donc souvent ça part de façon, ad hoc avec trois quatre personnes qui en sont en énergie, qui ont une grande compétence et qui sont donc, un peu auto-organisées, quoi. Et puis, il y a l'énergie du ou des créateurs et puis, il y a souvent comment dire? Une ascension ou, une énergie très forte pendant les premières années. Puis après 5 6 ans, parfois 10, ça se tasse un peu. Vous voyez, les gens ils ont pris 10 ans, ils ont un peu grossi, donc ils sont plus 5 6 mais ils sont 15. Et là se pose la question de, bah, comment on retrouve,
de l'énergie, comment on retrouve une énergie créatrice. Et moi, j'ai cette expérience-là principalement avec plusieurs, où, eh bien, je me rappelle, c'était après 10 ans, là, celle que j'ai en tête, on va chercher ce qui a donné vie, ce qui a donné l'envie de créer la start-up, ce qui a été porteur pendant toutes ces années, et pour prendre appui là-dessus, pour retrouver un second souffle, en fait. C'est assez excitant. Alors, pour prolonger la question, en fait, hein, parfois on me demande où est-ce que ça ne marche pas. C'est l'esprit bien de chez nous. Eh ben, je ne sais pas répondre à cette question. Parce que partout où des gens ont envie, que ce soit de grandes entreprises, des startups, des organisations publiques, si on n'a pas, comment dire, des dirigeants qui s'opposent à ça, ben, ça fonctionne, quoi. Et à peu près sur tous les sujets. Donc voilà, je serais bien embêté de répondre à une question comme ça, c'est pour ça que j'anticipe. Est-ce que vous vous sentez prêt pour démarrer? Petite expérience? Alors, pour ça, je dois remercier Mathilde et Célika qui m'ont transmis comment dire, les résultats d'une enquête. Et en général, quand on fait une petite expérience comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens de raconter une expérience professionnelle réussie dans laquelle ils ont été pleins d'énergie et pleins de vie. Mais j'ai voulu décaler un tout petit peu ça avec les résultats de cette enquête. Et cette enquête dit que autant vous êtes très très à l'aise sur la capacité à apprendre tout au long de votre vie professionnelle, l'apprenance, sur la résilience, autant c'est plus délicat de faire face à l'avenir professionnel en ces temps d'incertitude. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller explorer ce qu'on peut faire dans ces moments-là. Donc j'ai préparé quelques questions que je vous propose. Alors très concrètement, on va les regarder là. Tiens, ça marche plus là. Ah, voilà. Donc je vous propose de les noter ou je pourrais les recopier peut-être on pourrait les recopier aussi sur le chat là. Je vous propose de partager à deux, donc ce sera complètement au hasard la répartition des personnes avec Zoom là. Je vous propose de raconter, demander à la personne que vous aurez face à vous, de raconter un moment de sa vie professionnelle dans laquelle, malgré un sentiment d'incertitude quant à l'avenir, elle a pu trouver les ressources pour se sentir pleine d'énergie et de vitalité. Il arrive que c'est le gros bazar autour de nous, on a des inquiétudes, et pourtant, on trouve de la force et de l'énergie. Donc la deuxième question, c'est comment elle a fait, cette personne-là, quelles ressources elle a utilisées. Ça peut être se sentir plein d'énergie, ça ne veut pas dire forcément avoir trouvé un contrat, ça peut simplement aussi avoir pu, à l'intérieur de soi, se mettre en accord ou se mettre dans une disposition telle qu'on s'est senti, malgré la difficulté extérieure, avec de l'énergie. Oui, c'est pas aussi évident que de raconter une belle histoire tout de suite, mais je pense que ce sera plus porteur. Donc, quelle satisfaction? La deuxième question, vous avez compris, c'est le comment. La troisième question, c'est quelle satisfaction vous en avez retiré. Et puis, donc, la quatrième question, c'est une question de projection vers l'avenir. Donc, quels sont les 3 souhaits que vous formuleriez pour développer encore davantage votre capacité à faire face à l'incertitude? Donc là, ce que je voudrais vous proposer, c'est d'aller chercher ces ressources-là. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre 10 minutes pour dérouler les 4 questions successivement avec une personne. N'alternez pas, surtout pas, pour ne pas vous influencer. Donc, demandez à la personne. Si elle a un peu de mal à trouver, laissez-la chercher tranquille. Ce n'est pas évident de trouver tout de suite, c'est normal. Ensuite, relancez la personne quand vous voyez que elle avait trouvé un truc, elle avait de l'énergie là-dedans, elle avait de la vitalité. Relancez pour en savoir plus, exercez votre curiosité. Voilà, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Vous pouvez m'en dire un peu plus. Notez des trucs pour vous, pour qu'on discute après. Je vois des questions là. Et puis, voilà, converser. Ah, merci Mathilde d'avoir
d'avoir mis les questions. Donc, je dis à tout le monde, les questions sont sur Converser. Donc, vous pourrez les retrouver. Donc, voilà. Est-ce que, alors, je ne sais pas si on est au complet. Est-ce qu'on a perdu quelques personnes au passage Je pense, ouais, il y a des personnes qui sont qui avaient parties un déjeuner, coaching peut-être? qui Moi, commence. j'ai perdu mon interlocutrice qui s'excuse parce qu'elle devait basculer sur une session de coaching. D'accord. Et c'était pareil pour Vincent tout à l'heure. Donc, bon, et Converser, je vois avec quelqu'un qui écrit un petit message. Quelle est la différence entre le travail qu'on vient de faire et les explorations autour de la résilience? Ah ben bah, je répondrai après à la question, si vous voulez bien, parce que voilà, j'ai plein de choses à dire sur la résilience en ce moment, je trouve. Donc peut-être, alors, est-ce que vous savez quelle question je ne vais pas vous poser? Oui, c'est comment ça s'est passé. Ah bah, Oui. exactement. Exactement. Je ne vais pas vous poser cette question-là. Donc, Donc, la vraie question, c'est comment on s'est dépassé. oui, oui, ça, elle est bien celle-là. Il y a le côté transcendant, l'autodépassement, tout ça. Là, Viktor Frankl serait aux anges de vous entendre. Oui, alors quelle est la question qui peut être porteuse pour que vous puissiez reconnecter à l'expérience que vous avez vécue, en fait, maintenant? Comment avez-vous réussi? Ben, par exemple, hein, comment est-ce que vous avez réussi à raconter ça? Moi, j'aime bien aussi demander qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez exprimé une expérience de vie qui vous a apporté beaucoup? Ou alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand la personne vous a raconté quelque chose qui avait du sens pour elle? Ou alors, si on va un peu plus loin, qu'est-ce que ça vous inspire, cet échange-là que vous avez eu entre vous? J'aime bien ces questions voilà, qui amènent du vrai et qui sort un peu de l'analytique, parce qu'effectivement, comme disait Jean-François à juste titre, comment ça s'est passé, eh ben, ça amène ça nous met dans notre mode analytique d'évaluation, et ça fait on est sur une toute petite bande passante par rapport à la richesse de ce que vous avez vécu. Donc, ben, on prend un petit moment pour partager là-dessus. Je ne vous repose pas les questions que je viens d'énoncer. Vous prenez celles qui vous parlent le plus. Je passe mon tour parce que j'ai déjà parlé. D'accord. Alors, qui prend le relais? Est-ce que tu peux redonner un peu tes 2-3 questions? Oui, bah, par exemple, une première, hein. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vécu quand vous avez raconté une expérience qui a du sens pour vous? Mais après, on peut la mettre dans l'autre sens, hein, quand vous l'avez entendue de l'autre personne. Moi, en fait, le fait d'avoir ces échanges, même courts, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, ça remotive, ça fait venir une énergie positive. On ressent du plaisir à raconter quelque chose qu'on aime bien. Et donc, du coup, ça fait remonter le niveau d'énergie. C'est vraiment, j'ai trouvé ça très agréable. D'accord. Donc le niveau d'énergie remonte quand on retrouve le plaisir qu'on a connu, en fait, tout simplement, hein. Ça paraît tellement simple, hein. Je veux dire, Oui, absolument, ça paraît une évidence et c'est agréable ouais. de le ressentir. Oui, oui. Autre Charles, peut-être, je vois. Et de le ressentir chez la personne qu'on écoute aussi. Eh oui. Et là, on entre dans quelque chose qu'on peut appeler la résonance, hein. On peut se référer à deux personnes pour la résonance. L'une, c'est un philosophe, Hartmut Rosa, qui travaille sur cette notion de résonance d'un point de vue philosophique, hein, en montrant que justement, c'est une espèce d'antidote à l'aliénation et à l'accélération, d'être en résonance avec les êtres et avec les choses, avec la vie. Et puis, on peut se référer à Barbara Fredrickson à nouveau, qui a écrit un livre qui s'appelle Love.2, Love.2, c'est traduit en français, hein, Love.2, où elle montre que aimer, en fait, c'est être en résonance.
elle déconstruit un truc qui est, on aime tout le temps, vous savez, quand on est en couple, c'est emmerdant, hein, parce que parfois on n'aime pas l'autre, alors qu'on s'aime quand même, mais on s'aime plus. Alors, elle explique ça très bien. Elle dit, ben oui, mais on s'aime vraiment quand on est en résonance ensemble. Et à ce moment-là, on ressent cet amour-là. Mais il y a des moments où on ne le ressent pas, quoi. Ben, c'est normal. Alors, elle nous dégage d'un truc qui peut peser un peu à certaines personnes, parfois. Donc, en fait, on éprouve de la résonance, effectivement. Et ça, c'est cette... ben voilà. Les neurologues parleront de neurones miroirs, de partage d'oxytocine, etc. Mais, quel est le nom de l'auteur sur la résonance? Hartmut Rosa, je l'écris. Ça, c'est un philosophe allemand, voilà, très contemporain. Juste pour, je ne vais pas développer là-dessus, hein, mais il a sorti un tout petit livre là, je ne suis plus dans une collection de poche, donc qui est beaucoup plus accessible que sa grosse thèse. Comme là, il dit en très peu de mots, l'essentiel de sa pensée, c'est une collection de petites interviews qui ont été, qui ont été mises ensemble. Et puis donc, sinon, c'est Barbara Fredrickson, je ne peux pas me tromper. Barbara Fredrickson, oh là là, il y a une erreur, Fredrickson, c'est Fredrickson, hein, vous aurez compris. Autre chose, avant que je vous en dise un tout petit peu plus, et puis je réponds à la question de Célika. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça vous a inspiré tout ça? Ça éveille quoi chez vous? Voilà, c'est une autre question d'ailleurs. Pour revenir. Alors, je ne vois pas apparaître, les noms des auteurs. Est-ce que tu les là Ah, Voilà, merci Bob. d'avoir corrigé Célika. Et donc, et l'auteur allemand? Hartmut Rosa. Il n'est pas. Ah, mais c'est parce que j'ai. Oui, à mon avis, tu l'as envoyé à quelqu'un d'autre. Oui, non, en fait, j'ai effectivement pas fait attention, j'ai pas envoyé à tout le monde. Voilà. Eh ben, voilà, Ouais, Mathilde vient de le faire. ouais, merci. Merci. Ok, merci. Bon, voilà. Donc, autre chose, enfin, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça éveille en vous, tout ça, ces échanges-là que vous avez eus, que vous ayez été intervieweur ou interviewé, bien sûr? Alors, j'invite Emmanuel, je vois qu'Emmanuel bougeait un peu. Il y a Alassane qui dit dans le chat, c'est un exercice révélateur. Ah, ok, je ne voyais pas. Merci. Non, je ne sais pas, moi j'ai bien apprécié ce moment d'échange à deux. Déjà, il y a un moment d'écoute active, hein. On sent que la personne est vraiment en écoute active, c'est important de se sentir écouté parce qu'il y a l'écoute et l'écoute active. Et même si aujourd'hui, l'écoute active est un peu plus rare parce qu'on fait beaucoup de choses en même temps, là, ce n'est pas le cas. Une fois passé ça, j'ai bien ressenti ce que tu avais dit, à savoir, Jean, en racontant quelque chose, en dépit des incertitudes qui étaient dans l'énergie et dans le positif, de retrouver cet instant bénéfique et de solution ou de choses bien vécues en dépit d'un monde pas forcément facile au moment où je menais ces actions. Donc, j'ai bien ressenti ça. Et c'est une question de ressenti. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire sentir à ma partenaire en face, mais au moins, moi, je l'ai bien ressenti. Ce court instant était sympathique. Donc, merci, Jean. Merci d'avoir joué le jeu. C'est vrai que c'est important de retrouver ça. On réactive les mêmes connexions neuronales, hein, quand on fait fonctionner et l'imagination et la mémoire que celles qu'on active dans la perception, en fait. C'est ce que démontre de façon extrêmement brillante, je trouve, Lionel Nakache dans son dernier livre qui s'appelle Notre cinéma intérieur. Si vous avez l'occasion de le lire, c'est pour moi une lecture très, très utile.
Je vous l'écris si vous voulez, pour les personnes, parce que parfois... Si on ne sait pas quoi faire, on va voir la lecture. Hein. Ouais, je ne sais plus si c'est tout à fait le titre, mais enfin, vous le retrouverez. Bah, c'est des lectures que je trouve intéressantes et qui font du bien. Et pourquoi s'en priver? Alors, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur la question de Célica. Quelle différence entre ce qu'on vient de faire et les explorations autour de la résilience? En fait, la résilience, moi, c'est un mot que j'aime pas beaucoup en ce moment. Comme dit François Julien, il est tellement employé que ça devient un mot coïncident. Vous voyez, c'est exactement ces mots coïncidents, c'est-à-dire ces mots finalement dont on ne définit plus, on ne prend plus le temps de réinterroger ce vocabulaire-là, même s'il y a beaucoup de textes sur la résilience. Pour moi, la résilience, c'est après un moment, un traumatisme par exemple, la capacité à trouver les ressources, les forces pour faire face et se reconstruire et dépasser le traumatisme. Je schématise à peu près, mais c'est à peu près ça. Là, c'est pas ça hein, exactement ce que je vous ai proposé. En fait, c'est le résultat de l'exploitation de l'enquête, justement, Célica. C'est-à-dire, l'enquête dit, on n'a pas trop confiance en ce moment, on a des incertitudes, on doute de notre avenir, ce qui peut largement se comprendre. Mais on n'est pas finalement on n'est pas après un épisode traumatique. On est au milieu d'une difficulté. Et moi, ce qui m'intéressait de partager avec vous, là, en l'occurrence, c'est que même quand c'est difficile, eh bien, on peut trouver à l'intérieur de la difficulté, des moments difficiles, des ressources. Ce qui est assez fondamental d'ailleurs en coaching, parce que souvent les gens qui vous consultent, si vous êtes coach, vous le savez bien. Et si vous êtes consultant, vous le savez bien aussi, parce que les gens qui vous consultent souvent, le font parce qu'ils ont une difficulté, évidemment. Donc, la proposition, là, c'est de trouver, dans un temps difficile, comment on peut arriver à recontacter les ressources, mais non pas par rapport à un passé traumatique. Donc, c'est un peu la différence que je ferais. Ceci étant, j'ai des collègues en France et aux États-Unis actuellement qui travaillent sur une résilience appréciative, c'est-à-dire comment utiliser l'AI pour justement être plus résilient quand on a connu des moments difficiles. Donc, si je peux reformuler, Jean, donc on est plus dans un registre de reprise de confiance et identification et de nommer des ressources. Oui. D'accord. J'ai trouvé ça très puissant de parler de l'incertitude et pas de la difficulté. Je trouve que le mot est très... et à la fois, c'est très timely, d'une part, et d'autre part, c'est un mot qui est très puissant et qui est plus précis que juste la difficulté. Donc, merci pour l'exercice. Ok, alors ça, c'est vraiment une question toujours délicate, le choix des mots qu'on emploie dans un questionnement. Parce que si rien ne vous empêche, et même je vous invite à le faire, si ça vous plaît, de prendre les 4 questions que je vous ai posées. En fait, j'ai adapté les 4 questions génériques qui sont proposées par David Cooperrider dès sa thèse. En fait, il y a une première question qui invite à raconter une histoire. Donc, on est là sur un principe narratif. Hein, et, on est en duo, hein, toujours. Ah, juste, pardon, vous avez dit une chose très importante, je ne sais plus qui l'a dit, peut-être Emmanuel, je crois, ou Charles. Certainement. Vous avez dit une chose importante parmi d'autres, mais c'est le fait qu'on est en duo et on est dans une intimité. Et vous voyez, quand on est en écoute active, ça c'était Emmanuel, avec quelqu'un en particulier, on se met dans une disposition vis-à-vis de cette personne-là. Délibérément, on fait ce choix. Je me mets en écoute et je mets ma curiosité au service de notre échange. Et cette écoute-là, à deux, crée une intimité forcément, puisqu'elle est partagée, vous voyez, elle va dans l'autre sens après. Donc ça crée une espèce d'intimité extrêmement importante qui va faire que, évidemment, on va vivre le processus avec beaucoup de force. Donc, si vous expérimentez l'AI en sortant de cette petite expérience, parce que vous vous dites, je peux adapter les 4 questions à n'importe quel sujet, hein, y compris avec un individu ou avec un petit groupe de personnes.
je vous en prie, passez par le duo. Il y a des gens qui m'ont dit, on pourrait faire ça à 4, pourquoi pas, hein? Eh ben, c'est pas pareil, parce qu'on n'aura plus l'intimité. Vous voyez la connexion très privilégiée qu'il y a entre 2 personnes. Donc moi, je ne prends pas une mission si la personne veut m'imposer de le faire à 4. D'ailleurs, ils ne le font pas, ils n'osent pas parce que je me fâche là-dessus. C'est vraiment un truc qu'il ne faut pas, quoi. Et puis, donc, vous avez vu les 4 questions. En fait, je les ai adaptées à un sujet donc, qui était le produit de l'enquête, hein. Vous pouvez les adapter à n'importe quel sujet. La seule chose, c'est premièrement de faire raconter une histoire qui a marché dans n'importe quelle situation, une belle histoire à la personne, de lui demander de raconter une belle histoire. La deuxième chose, c'est de lui demander comment elle a fait, c'est-à-dire d'aller chercher toutes les forces qu'elle a mises en œuvre. La troisième chose, c'est de lui demander les satisfactions que ça lui a apportées. Et la quatrième chose, c'est de lui demander ce que ça lui inspire, les souhaits qu'elle peut avoir à partir de ça. Les souhaits après les satisfactions, parce que quand on réactive les satisfactions, on met le cerveau, l'esprit dans un état agréable, et donc du coup on facilite la créativité pour trouver des idées. Mais donc rien ne vous empêche, mais non seulement rien ne vous empêche, mais je vous invite à le faire, à utiliser ce questionnement dès maintenant, avec un petit groupe, hein. Voilà, je n'aurai pas le temps de vous dérouler beaucoup plus d'informations parce que j'ai souhaité vraiment privilégier l'expérimentation et l'échange. Juste peut-être, est-ce que on communique, Mathilde, les, les documents qu'on utilise là? Bien sûr, si, ça je vous invite, si bah, Jean va me transmettre, les documents et ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter, heu et je vous les enverrai bien sûr. Oui, bon, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas le temps de raconter. Attendez, c'est dans l'autre sens, voilà, c'est par là. Bon, je repartage l'écran. Il y a des choses que je n'ai pas trop le temps de vous raconter, mais si vous pouvez en prendre connaissance, bah, ça peut être. Voilà, pourquoi j'ai plus le partage d'écran? Le partage d'écran a foutu le camp. Mince. Bon, c'est pas grave. Enfin, donc voilà, je voulais vous parler un tout petit peu des grands principes fondateurs. Vous avez compris qu'il y a un principe narratif qui est mis en œuvre, hein, bien sûr, qu'il y a un principe constructionniste, c'est-à-dire qu'on construit notre réalité par nos échanges, hein, qu'il y a un principe aussi qu'on appelle poétique, c'est-à-dire qu'on peut choisir de quoi on parle. On peut ouvrir le livre à la page qu'on veut. Qu'il y a un principe positif aussi, puisqu'on va chercher quelque chose, des expériences positives. Donc, ils sont un petit peu plus explicités. Et puis, donc, vous pourrez aller un petit peu plus loin et puis découvrir le processus. Là, il faut investir un petit peu de temps de lecture, quoi. Là, donc, ma page de publicité, ça va être que la 3e édition de mon bouquin sur l'AI sort au mois de mai. Donc, n'achetez pas la dernière si vous êtes intéressé. N'achetez pas, j'ai plus le partage d'écran, mais je vous montre. Ne l'achetez pas. Par contre, achetez le prochain parce qu'il est vraiment beaucoup enrichi. Donc, il est beaucoup enrichi, et en particulier pour les gens qui font du coaching individuel, il y a un chapitre d'utilisation de l'AI en coaching individuel qui est pas seulement le produit de mon expérience, mais aussi le produit d'expérience de plusieurs collègues dans le monde. Donc, j'ai fait une petite recherche là-dessus. Et puis, donc, voilà. Et puis, si vous lisez l'anglais, vous pouvez lire... il y a aussi un autre livre d'introduction, j'essaie de vous le montrer, puisque j'ai plus le partage d'écran, que vous pouvez éventuellement... Il y a aussi celui-ci. Voilà, mais ce sera dans le PowerPoint que je renverrai à Mathilde. Il y a aussi celui-ci. Et il y a les formations à l'IFA aussi qui sont proposées. Oui, merci de le dire. En fait, voilà, donc, je faisais déjà l'effort. Si vous voulez vraiment vous former davantage à cette technique.
Voilà, donc à ce moment-là, il faut aller sur le site de l'IFAI, mais ce sera sur le document, donc je vais transmettre à Mathilde que vous pourrez récupérer. Et sinon, vous pouvez, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, ou l'anglo-américain en tout cas, il y a plein de livres de David Cooper-Heider qui sont vraiment toujours intéressants. Il y a plein d'articles. Vous allez aussi sur le net. Vous pouvez trouver des informations sur un site qui s'appelle AI Commons. Aux formations à distance, en ce moment obligé, à la SAM, formation à distance, oui. Je crois que la prochaine formation, la nôtre, est à distance, je crois, enfin celle de mon institut, j'enseigne plus dedans moi, mais je vous mets aussi des endroits où vous renseignez. Tout de suite des sources d'information. Voilà. Donc vous pouvez en savoir plus, soit en lisant les livres. En français, il y en a quelques-uns chez Interédition. Il y en a un qui est plus sur l'hôpital, un autre qui est plus sur les organisations, qui ont été écrits par des collègues et amis. Il y a celui-ci que j'avais traduit et préfacé. Et puis donc il y a un autre chez Erol qui va donc paraître en mai. Et puis il y a toute la littérature anglo-saxonne. Vous pouvez aussi consulter le catalogue du Taos Institute, qui est à Phoenix en Arizona. Ça, qui a publié plein de bouquins sur l'AI. Donc, AI, j'espère qu'il n'y a pas de Suisse là, parce qu'en Suisse, ça veut dire assurance invalidité. Donc, ça fait toujours marrer les gens quand je dis ça en Suisse. Mais donc, Appreciative Inquiry. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Ouais, on arrive à la fin de l'atelier. Je voulais te remercier vraiment chaleureusement d'avoir partagé cette découverte de la démarche appréciative. J'espère que ça aura plu aux participants. On se retrouve ce soir du coup pour 2 conférences qui vont être passionnantes sur le Purposeful Leadership et l'apprenance. Voilà. Avec Alain Gauthier, Jean, que tu connais. Oui, enseigne à Paris 2 aussi, oui. Oui, absolument. Et en tout cas, merci à tous. Bon déjeuner. J'espère que vous n'êtes pas trop affamés. Et encore merci 1000 fois, Jean, pour ce... Merci Mathilde et merci Célika. Puis merci à vous tous d'avoir participé à cet atelier et puis d'avoir tenté l'expérience. Et merci, bon appétit. Bonne journée. Merci beaucoup, bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci à tous. Et merci, c'est très intéressant. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.